conscience. Telema bunda pona mboka na yo. Telema peuple congolais. Ngonga yango yo longwa na pongi. Osana mboke tonda na kitae. Chers compatriotes, tant de l'intérieur que de la diaspora congolaise, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'APARECO, notre mouvement de la résistance, a connu durant l'année 2021 des grands bouleversements marqués par le décès en mars dernier de notre leader charismatique, M. Honoré Mbanda Nzamboko Atumba. Malgré cette lourde perte, la PARECO réaffirme sa détermination de survivre et de poursuivre sans répit le combat jusqu'à atteindre son but de libération de notre pays. Ainsi, à l'aurore de l'an 2021 et à l'aube de l'an 2022, je voudrais m'adresser à nous, tout le peuple congolais en général, et à la diaspora congolaise en particulier, au regard des enjeux détrimentaux qui rongent notre mère patrie, la RDC, la terre de nos ancêtres. Et en guise d'introduction, je voudrais d'abord, au nom de la PARECO, faire mon analyse sur le discours sur l'état de la nation prononcé le 13 décembre 2021 par le chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès et sur sa récente adresse en visite au Grand Kassai. Ensuite, je vais faire quelques réflexions en quête de solutions au drame que nous vivons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, beaucoup d'analystes et d'observateurs politiques se sont déjà suffisamment exprimés sur ces discours. Mais je voudrais davantage relever ce qui suit en guise de questionnement d'abord à Félix Tshilombo lui-même. En effet, que signifie la sémantique d'état de la nation? Eh bien, un état de la nation est autant un état de lieu que des états généraux d'une nation. Une situation présente et actuelle de la nation où l'on donne le bilan, un bilan d'étape de réalisation du programme d'action du chef de l'État sur les plans économiques, social, sécuritaire, politique intérieure, diplomatique. Une forme de diagnostic donc de l'état général de la santé de la nation. C'est ça qu'on appelle état de la nation. Globalement, le peuple est resté littéralement dans sa soif et insatisfait sur tous ses plans, c'est-à-dire économique, politique, sécuritaire, etc. En effet, le chef de l'État n'a pas abordé ni fait allusion aux situations ci-après que le peuple attendait. Le chef de l'État n'a fait aucune allusion sur des questions sérieuses qui touchent directement au social, si ce n'est que une reconnaissance furtive, comme quoi la situation n'est pas reluisante. Il n'y a aucune allusion faite sur l'escroquerie de la taxe du RAM,
Aucune allusion sur la résurgence de la milice M23. Aucune allusion sur l'évaluation de l'état de siège. Aucune allusion sur la situation de Minembwe. Aucune allusion sur l'occupation de la Zambie, sur l'occupation par la Zambie de la région de Moba à Pweto. Aucune allusion sur le pillage systématique des minerais et des détournements de fonds par ses proches collaborateurs. Aucune allusion sur les corruptions devenues un mode de gestion dans toutes les institutions. Aucune allusion sur les accords de partenariat signés avec le Rwanda sur l'exploitation des ressources minières et sur l'exploitation de l'aéroport de Goma. Aucune allusion sur les accords bilatéraux signés avec l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi pour l'entrée respectivement de l'armée ougandaise, de la police rwandaise à Goma et de l'armée burundaise à Uvira. Et actuellement avec la police sénégalaise. Aussi, aucune ratification préalable n'a été réalisée par le Parlement avant l'application de tous ces accords, les rendant ainsi tous inconstitutionnels. Mais à contrario, Félix Tshilombo a présenté plutôt un discours manipulateur et démagogique. Un discours plein de promesses, ayant des allures de projet de société et équivalant à une campagne électorale. Un état de nation ne se conjugue pas au futur, mais bien au présent, découlant du passé bien entendu. Tandis que les promesses relèvent du potentiel probable, mais jamais du réalisé factuel. Au demeurant, c'est un chef de l'État qui s'est distingué par des jérémiades et des accusations à l'endroit des autres institutions, démontrant ainsi son indélicatesse notoire dans l'exercice de sa fonction. Car, comment comprendre un chef de l'État qui critique le gouvernement pendant que c'est lui qui préside le Conseil des ministres et que donc il est le chef de l'exécutif? Comment comprendre un chef de l'État qui critique la justice alors que c'est lui qui est le magistrat suprême? Comment comprendre un chef de l'État qui critique le Parlement pendant que c'est bien lui qui est le garant constitutionnel de toutes les institutions? Bref, un chef de l'État ne se plaint pas. Un chef de l'État corrige et améliore le passif du prédécesseur pour faire progresser l'état de la nation. Enfin, Félix Tshilombo a davantage démontré qu'il ne court pas pour les intérêts du peuple congolais, mais que nous sommes, mais bien pour les intérêts de ceux qui l'ont mis au pouvoir. En effet, il exécute parfaitement, à la lettre, sa mission de balkanisateur et de liquidateur de l'Est de notre pays en appliquant bel et bien les 3 accords subséquents que voici, de l'Émirat, d'Addis Abeba et de Nairobi. Ces 3 accords, quand vous les lisez, il y a une ligne qui les lie du début à la fin en faveur des étrangers, mais en défaveur de notre pays. Par ailleurs, en Mbuji-Mayi, Félix Tshilombo a tenu un discours au élan régionaliste et tribaliste.
sémant ainsi les germes de la division nationale, de la rupture de la cohésion nationale. Une attitude indigne d'un chef de l'État. Aussi, venons-nous d'apprendre de nos sources au sein du Parlement que ce Parlement vient d'octroyer à Félix Tshilombo un blanc-seing pour lui permettre, durant les vacances parlementaires, de gouverner par des ordonnances présidentielles. Voilà une offre à glissement vers la dictature. Mesdames et messieurs, s'agissant maintenant de mes réflexions, en quête de solutions au drame que nous vivons, je commence par nous poser cette question capitale. Qui de Félix Tshilombo ou de nous, le peuple, est l'idiot et le médiocre? Eh bien, après une analyse approfondie et méticuleuse, ma réponse toute trouvée est que c'est plutôt nous, le peuple, qui sommes des idiots, des médiocres et des dindons de la farce. Et je m'en vais vous le démontrer. Commençons donc par nous-mêmes, le peuple, avant d'en arriver à la diaspora. Quel peuple sommes-nous? J'entends par peuple, nous tous, civils et militaires, Congolais habitant la RDC et de la diaspora. Nous, peuple, nous reconnaissons tous que nous sommes délibérément mis dans un état de paupérisation tel que nous vivons à présent, dans des conditions infrahumaines, inacceptables. Mais nous nous contentons de pratiquer la résilience pour nous adapter à chaque paradigme. Pourquoi? Sommes-nous toujours victimes des reliques du paternalisme du colonisateur belge qui sous-tend encore notre bambinisme? Nous savons tous et nous sommes tous conscients que Tshilombo n'a pas été voté par nous, le peuple, mais qu'il a été élu par des occupants Tutsis. Quelle a été la position définitive du peuple à cette proclamation frauduleuse? Ce fut plutôt l'acquiescement démissionnaire naïf. Tshilombo, maintenant au pouvoir, se distingue ostentatoirement par des hautes trahisons avérées de la souveraineté de la patrie et par la violation fréquente de la Constitution, spécialement par des signatures des accords non ratifiés par le Parlement contre la sécurité du pays avec des pays voisins agresseurs, donc avec des pyromanes d'hier qui deviennent aujourd'hui des sapeurs-pompiers. Qu'a fait le peuple, même à travers ses représentants au Parlement? Rien. Mais pourquoi? Parce que nous sommes irresponsables et quelque peu insouciants. Aussi, après 3 cycles électoraux, il appelle systématiquement que c'est le peuple qui vote, mais chaque fois, ce n'est pas lui qui élit son président. Nous avons les exemples de 2006, où le peuple a voté Bemba, mais c'est Joseph Kabila qui a été élu. En 2011, le peuple a élu Étienne Tshisekedi, mais c'est encore Joseph Kabila qui a été élu. En 2018, c'est Fayulu qui a été voté par le peuple, mais c'est Tshilombo qui a été élu par les Tutsis.
quelles ont été les positions du peuple. Et ce, malgré les clins d'œil faits par les positions de la Cinco. Souvenez-vous de la réaction de Monseigneur Echou en 2006 et de la réaction ou de la position de Monseigneur Mosengo en 2018. Ces positions de la Cinco ou ces clins d'œil de la Cinco étaient en soi une invitation au peuple d'être capitalisé, mais malheureusement, ce fut hélas l'indifférence totale. Aucune revendication conséquente. Aujourd'hui encore, Tshilombo a planté tout le décor avec sa CENI et sa Cour constitutionnelle, pour ne citer que ces deux institutions, pour être frauduleusement élu en 2023. Mais apparemment, malgré le vote sanction prévisible contre lui, nous, le peuple, nous voulons encore tenter un 4e cycle électoral en 2023 en espérant que cette fois-ci sera la bonne. C'est vraiment de la folie, comme dirait Einstein, que faire la même chose et espérer un résultat différent est une folie. C'est donc nous, le peuple, qui sommes des fous. Mais à tout prendre, comme tout le monde le sait et le dit, Tshilombo est considéré comme Mwanamboka, fils du pays donc. Et il se pourrait qu'il se comporte en malin et demi. Et ce qu'il fait, il le fait tout à fait sciemment et expressément, en jouant sa partition afin qu'il soit très haï, de sorte qu'il soit alors vite chassé. Et dans la foulée, avec lui, les occupants Tutsi par le peuple. Pourquoi alors ce peuple ne joue-t-il pas sa partition afin de le chasser? Ne sommes-nous pas là des complices et donc simplement stupides en le laissant jouer à ces jeux et ne jamais réagir? Il nous faut absolument stopper ce Tshilombo. Enfin, quel genre de peuple finalement sommes-nous? Quand est-ce que nous, peuples, allons-nous comprendre que d'une part, Tshilombo n'est pas aussi idiot aux yeux de ses maîtres de Kampala et Kigali, car exécutant sa mission à leur entière satisfaction. Et d'autre part, il a fait sonner le glas de la balkanisation de l'Est et de la liquidation de notre pays, et qu'il faille à tout prix nous soulever comme un seul homme pour barrer la route à l'ennemi de notre pays. Au demeurant, le temps n'est-il pas opportun d'inviter le peuple congolais à la désobéissance civique, aux fins de réclamation de remboursement de la taxe indue durable, par le refus de paiement, par exemple, des factures d'eau, d'électricité, des transports publics, Transco, etc. Et ce, jusqu'à apurement de ce que l'État lui doit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais à présent parler de nous, la diaspora. La diaspora, c'est elle qui détient la clé du soulèvement ou de la révolution populaire comme solution idoine du problème. En effet, c'est la diaspora qui fournit de l'aide sociale et maîtrise mieux les enjeux pour influer sur les décisions de leur famille restée au pays. Il vous souviendra que durant tout le règne du président Mobutu,
l'aide de la diaspora congolaise était insignifiante. Et comme l'avouait le président Mobutu lui-même, et qu'il avait réussi dans tous les autres domaines tels politiques, économiques, diplomatiques, sécuritaires, mais qu'il avait échoué dans le domaine du social. Une situation qui l'avait finalement conduit à la chute de son régime. Mais depuis les régimes successifs, la diaspora congolaise sert par son soutien financier aux familles restées en RDC de solides béquilles sociales à tous les gouvernements, au point de devenir pratiquement le soutien complice de ces régimes. Car de tout temps, c'est la diaspora qui résout tous les problèmes sociaux en prenant en charge ce peuple, épargnant ainsi le pouvoir de cette obligation. Au fait, les statistiques mondiales des transferts financiers réalisés à travers des agences telles Western Union, MoneyGram, Money Transfer, RIA, etc. envers la RDC, sous forme d'aide familiale, donnent, bon an, mal an, des chiffres allant de 2 à 3 milliards de dollars par an. La Banque centrale du Congo, comme toute institution monétaire nationale au monde, connaît bel et bien cet état du flux financier à l'import en RDC. Et au regard des budgets de recettes annuelles de l'État, la diaspora intervient pratiquement pour le tiers du budget national, soit à hauteur d'au moins 30% du budget de l'État. Ce soutien capital de la diaspora au social des familles en RDC est à la base de la résilience que fait montre le peuple face à un État incapacitaire de pourvoir à ses besoins. En effet, l'aide de la diaspora congolaise couvre tous les besoins sociaux allant de la maternité, des naissances, de la scolarité, des soins de santé, des mariages, des décès et des inhumations des membres de famille. Mais il est de noter que la diaspora sans les compatriotes de l'intérieur du pays ne saurait jamais réaliser en solo la révolution ou le soulèvement populaire. Alors, comment emmener ce peuple de l'intérieur à réaliser cette révolution ou soulèvement populaire? That's the question. L'histoire nous enseigne que c'est la précarité du social d'un peuple paupérisé, humilié, esclavagé, qui sonne le glas d'un soulèvement. Pour ce faire, j'en appelle à nous tous de la diaspora congolaise, y compris tous les citoyens du monde de nationalité étrangère, mais d'origine congolaise, de nous faire tous violence et qu'il est temps à présent de décréter une trêve trimestrielle renouvelable de transfert de fonds en faveur de nos familles en RDC, dans l'unique but de provoquer ce peuple à se soulever contre ce pouvoir. Je sais que c'est moralement difficile, mais ce n'est pas impossible. Et 3 mois seraient suffisants pour atteindre ce but, afin de libérer enfin définitivement le pays
dans l'intérêt bien compris de nous tous. C'est bien dommage, mais il nous faut des sacrifices. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour terminer, je fais appel à tous nos compatriotes civils et militaires, résistants et combattants, épris de paix et de liberté, de ne pas abandonner, de se mettre debout et de nous rejoindre dans ces combats nobles de protection de notre mère Congo, la terre de nos ancêtres, car la liberté s'arrache. Cessons un peu de suivre la nomenclatura politique, c'est-à-dire le pouvoir et l'opposition, qui ne sont là qu'en quête de pouvoir, pour que, soit j'y suis et j'y reste, ou ôte-toi de là que je m'y mette. C'est le jeu classique du pouvoir et de l'opposition. La situation n'est pas perdue. Et je voudrais louer la bravoure de nos compatriotes de Goma, ainsi que des combattants Maï-Maï, car sans eux, l'Est de notre pays serait déjà parti. Nous avons l'obligation de les soutenir. Et enfin, j'en profite pour souhaiter aux uns et aux autres, et à toutes les familles de tous mes compatriotes, mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle 2022, et que Dieu bénisse la RDC et son peuple. Ingeta, Ingeta, Ingeta.